Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à suivre ce débat qui s'annonce très intéressant puisqu'il va aborder la délicate question de la connectivité aérienne et plus précisément la question de la reconstruction de cette connectivité aérienne mise à mal par la crise du Covid-19. Depuis mars dernier, en effet, une multitude de liaisons aériennes ont été supprimées et sur les lignes toujours desservies, la fréquence des vols a été fortement réduite. Cet hiver, l'offre en siège ne représente que 10 à 20% des capacités des compagnies aériennes. Alors que l'arrivée prochaine d'un vaccin redonne de l'espoir à tout le secteur de l'aviation, la question de la reconstruction des réseaux des compagnies et des aéroports se pose. Il s'agit bien d'une reconstruction, car tous les acteurs repartiront d'une page blanche. Comment reconstruire la connectivité aérienne? C'est le thème de ce débat. Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Stubler, PDG de la compagnie Transavia France, Thomas Juin, ici présent également, président de l'Union des aéroports français, l'UAF, et en visioconférence, Carlos Muñoz, PDG de la compagnie espagnole Volotea, très présente sur le sol français, et Olivier Jankovec, président de l'ACI Europe, l'association des aéroports européens. La première question sera pour vous, Olivier. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la connectivité aérienne en Europe? Vous avez fait une présentation il y a quelques jours à Bruxelles, à l'occasion de votre Assemblée générale. Est-ce que vous pouvez nous la détailler, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, évidemment, là, on a assisté à un effondrement sans précédent de la connectivité aérienne en Europe qui va de pair avec l'effondrement du trafic. Au niveau trafic passager, si on regarde l'ensemble des aéroports européens, on a passé il y a une semaine la triste barre des 1,5 milliard de passagers perdus jusqu'à présent cette année. Nous avons un index qui mesure la connectivité directe des aéroports et cet index avait chuté de 91% en avril. Avec la petite reprise en juillet-août, quand les restrictions au voyage ont été en partie levées, il s'est amélioré, on était à moins 54%, et puis il a recommencé à plonger en septembre à moins 59%. On n'a pas de chiffres pour octobre-novembre, mais on estime qu'on est à peu près à moins 80% compte tenu des ajustements de programme effectués par les compagnies suite aux mesures de confinement réinstaurées au niveau local. Clairement, l'essentiel de la connectivité aujourd'hui qui reste, c'est sur l'intra-européen. Pour vous donner une idée, donc en septembre, je l'ai mentionné, une moyenne de moins 59% sur la connectivité directe des aéroports. Mais si on regarde la connectivité de ces aéroports sur l'intercontinental, elle était entre moins 75 et moins 91% selon les marchés. Le marché nord-américain étant celui qui souffre le plus, qui était à moins 91%. Donc ça explique en fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, en moyenne, les grands aéroports ont eu tendance à perdre plus en termes de connectivité directe totale que les aéroports régionaux, même si la situation entre les aéroports régionaux est très différente d'un aéroport à l'autre. J'étais hier au téléphone avec le président de l'aéroport de Cork en Irlande qui me disait que sur 54 liaisons opérées avant la crise, il ne lui en restait plus que 2. Donc on voit bien là la situation dramatique en termes de connectivité. Nous avons un autre index qui est l'index de la connectivité hub, qui est la connectivité de correspondance. Et bien sûr, il a souffert de la quasi-absence de connectivité intercontinentale, donc il est beaucoup moins bon en ce moment que la connectivité directe. Et puis on a aussi le top 5 des aéroports au niveau mondial en termes de connectivité hub, qui a été complètement bouleversé. L'année dernière, c'était Francfort, Dallas, Amsterdam, Charles de Gaulle et Atlanta qui étaient en tête. Aujourd'hui, c'est Dallas, Doha, Charlotte, Denver et Amsterdam. On n'a donc plus qu'un seul Européen. Et on voit bien que les hubs américains ont été plus résilients grâce à leur marché domestique qui a été moins impacté. Voilà, nous sortirons notre rapport complet connectivité 2020 sûrement d'ici Noël. Merci Olivier. Thomas Juin, bonjour Thomas. Bonjour. Des laboratoires ont annoncé l'arrivée d'un vaccin d'ici à la fin de l'année. En France, on parle d'un début de vaccination à partir de début 2021. Dans ce contexte, quels sont vos scénarios de reprise? Bien, après ce que vient de dire Olivier, on voit la situation en Europe. Bon, ce n'est pas une surprise. En France, on est sur la même situation. Quand on termine une année à 15-20% de l'activité normale, autant vous dire qu'on est un peu sonné et que notre seul guide aujourd'hui, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut reprendre. Donc, clairement pour nous, cet hiver, je ne veux pas dire que c'est plié, mais ça ne sera pas un scénario de reprise. On est dans une situation où
Notre seul facteur de redémarrage, c'est le déconfinement, et donc de pouvoir voyager déjà en domestique, en interrégional. Mais le vrai scénario de reprise pour nous, et c'est ce qu'on a maintenant dans le viseur, c'est le printemps 2021, c'est-à-dire cette saison fatidique qu'on ne doit pas manquer. Et là, le facteur clé, c'est bien sûr de voyager en France, mais surtout de lever les quarantaines à l'international. Et donc, ça, j'y reviendrai, c'est le facteur clé pour pouvoir reprendre. Oui, on y reviendra. Donc, vous ne changez pas pour l'instant vos prévisions de retour à la normale par rapport alors, à ce que vous aviez qu'est-ce qu'on prévu appelle un retour à la normale ça, on en reviendra. Mais en tout cas, sur cet hiver, un redémarrage progressif sur le domestique. Et puis, comme je vous l'indiquais, une reprise véritablement, mais pas à la normale. Une reprise, pour moi, il faut partir du principe qu'en avril 2021, on ne sera pas dans un scénario post-Covid. Je crois que ce serait une erreur de considérer cela. Et donc, il faut au contraire mettre en place au cours de cet hiver un mode opératoire dans notre secteur qui nous permette de fonctionner sous Covid et sans quarantaine pour pouvoir voyager. Nathalie Stubler, bonjour. Quels sont, vos scénarios de reprise par rapport à cette annonce de vaccin Alors, je vais peut-être reprendre ce que disait Thomas, hein, effectivement. Et je vais aussi rester assez humble sur ce qu'on appelle la reprise. Je pense qu'effectivement, cet hiver, on est d'ailleurs confiné en France et dans d'autres pays, la situation est extrêmement limitée en termes de déplacement. Et on espère tous, effectivement, pouvoir reprendre une activité plus soutenue au cours du printemps prochain. À quel niveau ? Je pense que là, personne n'a la boule de cristal. Et je vais rester humble sur des prévisions. Ce qu'on essaye de faire, ce sont des scénarios, plusieurs scénarios. Et on va s'adapter effectivement à cet environnement. Nos chiffres, dans le passé, quand j'ai écouté aussi ce qu'Olivier a dit précédemment sur les chiffres, on a vécu à peu près les mêmes. Au printemps, nous, Transavia France, on est tombé à 0% d'activité. Hein. Toute la flotte a été au sol. Et on a réussi finalement à passer de 0% d'activité à peu près 40% en juillet et 50% au mois d'août. Donc on a réussi finalement ce saut pour profiter de la reprise au mois d'août. Alors bien sûr, on a suivi les chiffres et d'ailleurs on est tout à fait en ligne avec ce qu'Olivier Jankovic a dit précédemment. Septembre, on a été plutôt à 40% de l'activité. Novembre, en ce moment, on est plutôt à 20% d'activité. Mais enfin, on a réussi à s'adapter à chaque phase de cette pandémie. Et je pense que c'est ça le mot-clé. Oui, bien sûr, on espère une reprise, mais on va se préparer et on va se préparer à plusieurs scénarios. Je pense que les compagnies aériennes comme les aéroports vont devoir faire preuve d'agilité encore longtemps. D'accord, mais déjà, est-ce que votre programme qui était assez agressif de hausse de capacité l'été prochain, est-ce qu'aujourd'hui il fait partie toujours des 3 scénarios ou est-ce qu'il est sûr d'être maintenu? Est-ce qu'il est sûr d'être rejeté? Alors, notre programme de croissance extrêmement ambitieuse fait partie du plan de restructuration du réseau domestique du groupe Air France. Hein. Donc, vous l'avez compris, le ministre, d'ailleurs, Jean-Baptiste Djebbari en a reparlé d'ailleurs ce matin au cours de l'ouverture. Notre transformation et notre plan de croissance va être aussi lié à ce plan de transformation qui suit toujours son cours, avec de grosses restructurations côté Air France et qui va nous amener à reprendre un certain nombre de routes domestiques et à nous développer également. Mais on va s'adapter encore à ce que je disais précédemment, aux conditions sanitaires pour permettre cette croissance et cette reprise. Ce qu'on pense quand même, c'est que le trafic domestique a été très résilient cet été. Donc dès que les mesures sanitaires nous feront sortir du confinement, il reprendra. Thomas Juin l'a aussi exprimé. L'intra-européen aussi a été assez résilient aussi cet été. Et donc là aussi, on pense qu'on va pouvoir repartir sur ce réseau-là. Et effectivement, le motif de voyage qu'on appelle dans notre jargon VFR, Visit Friends and Relatives, des gens qui visitent leur famille, qui commutent entre des pays parce qu'ils habitent d'un côté et travaillent de l'autre, ces motifs de voyage vont rester. Et puis l'été, on pense qu'il y aura aussi du motif touristique. Le tourisme fait vivre de nombreux pays et de nombreux emplois. Et donc, on a toute notre part.
maintenant, la grande inconnue restera le niveau. Et donc, on va encore attendre un peu pour savoir à quel niveau de reprise on sera l'été prochain. Carlos Munoz, bonjour. Par rapport à l'arrivée, donc à ces annonces d'arrivée de vaccins d'ici à la fin de l'année, comment est-ce que ça change vos plans? Comment vous envisagez la suite pour vos LOTEA donc? Et bon, je crois bonjour encore, on partage l'espoir, non, comme tout le monde, que cette vaccine aura un développement aussi vite que possible, que prudent. Et disant cela, franchement, dans nos scénarios, on ne prévoit pas une vaccine au court terme. Je crois que vraiment, ce ne serait pas trop réaliste de faire trop de prévisions dans un scénario des vaccins à médias. Et je tiens surtout à souligner un peu les mêmes arguments qu'a fait Madame Stubler. Donc on partage cette conviction que les trafics, en particulier domestiques, un peu moins intra-européens, et surtout par des motifs des visites familiales, un peu moins aussi les touristiques, ces 4 aspects restent toujours forts. Et donc nous prenons cela, disons, dans une réalité Covid dans laquelle nous existons déjà, pour faire des scénarios, je ne veux pas dire plus pessimistes, mais au jour d'aujourd'hui, plus réalistes, et donc essayer de naviguer, si on dit ça, cet contexte Covid, surtout franchement d'une façon très dynamique et très flexible, n'est-ce pas? Je gère des compagnies aériennes presque depuis 20 ans, je n'ai jamais vu une chose comme ça. Ça change chaque semaine. Et la demande au court terme, j'imagine que dans la compagnie de mon collègue de Transavia et aussi des autres compagnies européennes, on a dû tous voir la même chose. C'est les temps de prénotation a été devenu beaucoup plus courte. Nous, on avait, on dirait, 60-70 jours. Ça s'est réduit à 30 jours. Donc, il faut regarder, et pas seulement la situation Covid et les restrictions et les différentes régulations, mais aussi la façon d'agir des consommateurs pour s'adapter. Donc, vraiment, le jour d'aujourd'hui, je crois que de rester très dynamique et très flexible, c'est vraiment les deux paroles clés pour cette réalité Covid, duquel j'espère qu'on pourra sortir bientôt, comme nous tous. Merci, M. Munoz. Olivier Jankovec, quelle est votre analyse par rapport à l'arrivée de ces vaccins? Est-ce que vous revoyez vos scénarios de reprise? Je crois que vous aviez dit un retour un peu comme IATA, un retour à la normale en 2024, 2025. Est-ce que cette arrivée un peu anticipée des vaccins, en tout cas l'annonce, change quelque chose dans vos prévisions? Alors Fabrice, notre dernière prévision de trafic remonte au 5 octobre. Et en fait, l'annonce de l'arrivée des vaccins ne nous amène pas à revoir fondamentalement cette prévision, dans la mesure où pour 2021, on tablait déjà sur le principe d'une amélioration progressive de la situation épidémiologique. Et c'est précisément ce que les vaccins, enfin en tout cas on l'espère, permettront d'assurer. Sachant que réalistiquement, l'effet dopant des vaccins, si je puis dire, sur la reprise du trafic, on le voit vraiment que sur la seconde moitié de l'année, voire sur le dernier trimestre. Donc pour l'année prochaine, nous, on reste sur un scénario environ moins 50% de trafic passager pour les aéroports européens, avec quand même un scénario pessimiste à moins 63%. Voilà. Et la seule chose qui permettrait aujourd'hui d'améliorer ce scénario, de nous le faire revoir, ce serait effectivement qu'il y ait une approche commune au niveau européen pour remplacer les quarantaines par les tests. Mais bon, là-dessus, je ne suis pas très optimiste. Merci Olivier. Donc un retour à la normale 2024, hein, toujours. Oui, on reste toujours sur un horizon 2024, voire 2025. Voire 2025. Thomas Juin, vous l'avez dit, il faudra probablement attendre de longs mois avant de vacciner un grand nombre de personnes et d'atteindre cette fameuse immunité collective. Du coup, comment relancer l'activité au printemps, puisque c'est un peu l'enjeu de tous les acteurs du transport aérien? Ne pas rater la saisonnalité. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas vivre une seconde fois la situation de l'été dernier. C'est-à-dire que nous étions dans un espoir avec un déconfinement, des compagnies très volontaristes, il faut le souligner, puisque c'est inédit de réouvrir des vols avec des délais aussi courts, des acteurs très volontaristes, tout le monde sur le pont.
Et puis un été qui démarre plutôt bien. Et ensuite, c'est la douche froide avec, en effet, ces contraintes qui sont à nouveau liées à des décisions erratiques des États et une absence de coordination. Donc ça, on ne veut plus le revivre. Et pour cela, je pense qu'il faut vraiment se fixer comme objectif sur les 5 mois qui nous restent de mettre en place un mode opératoire qui permette de fonctionner sous Covid. Et ce qu'on préconise, c'est déjà ce qui a été entamé. C'est une très bonne chose d'avoir mis en place, en effet, ces tests express sur les aéroports, qui soient antigéniques ou salivaires demain, je ne sais quoi. Mais en tout cas, des tests qui nous permettent de s'en servir comme levier afin de pouvoir lever ces contraintes. Alors, ce que l'on demande, c'est que les tests soient mis en place de façon systématique, pas simplement aux arrivées, mais également au départ, pas simplement hors Union européenne, également au niveau de l'Union européenne, pour permettre aux États de passer des accords pour lever ces quarantaines. Alors, Olivier indiquait qu'il était pessimiste, et je le comprends, puisqu'on a vu ce que ça a donné. Il y a eu un guide, il y a eu en tout cas des lignes directrices, en quelque sorte, mais ça n'a rien donné. Et donc, ce qu'on demande à l'État français, c'est qu'il prenne les devants et qu'il mette en place des accords de réciprocité, au moins avec nos partenaires essentiels pour fonctionner demain. Je pense bien sûr aux principaux pays européens, mais également hors Europe, bassin méditerranéen, le Royaume-Uni, les États-Unis, pour créer des corridors sanitaires. Et cela, si l'on ne fait pas ça, toute reprise est illusoire. Toute reprise est illusoire. Et donc, il faut vraiment mettre en place ces dispositifs qui, on l'espère, fera école ensuite au niveau de l'Europe et plus largement. Et donc, le maître mot, c'est de dire on a 5 mois pour mettre en place un mode opératoire minimum pour fonctionner sous Covid, comme on a su fonctionner quand on a eu le 11 septembre. Des dispositifs dans le monde entier ont été mis en place pour pouvoir redonner confiance aux passagers. Il faut redonner confiance aux passagers et qu'ils puissent tout simplement voyager, mais avec des contraintes qui sont et que l'on connaît. Voilà, je crois que c'est un élément essentiel et ces 5 mois doivent être utilisés pour ça et non pas que l'on joue au yo-yo en disant est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça va pas reprendre. La plus grave erreur serait de dire on attend que ça se calme pour reprendre. Non, il faut fonctionner sous Covid et si ensuite ça s'estompe, tant mieux. Mais en tout cas, je pense qu'on a 5 mois pour réussir cet objectif qui est essentiel pour le secteur. Olivier Jankovec, qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous avez souligné votre pessimisme par rapport à une solution coordonnée, en tout cas venant soit au niveau mondial de l'OACI, soit au niveau européen, et on voit bien que ça patine un peu. Est-ce que les pays doivent se lancer dans des accords bilatéraux comme ça, en prenant leur initiative sans passer par l'Europe ? Oui, je rejoins tout à fait Thomas là-dessus. Bon, nous, on a toujours essayé de jouer la carte européenne. On travaille en étroite collaboration avec la Commission, avec l'AESA, avec le CDC. Mais effectivement, on voit bien que c'est très difficile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, notre seul choix, véritablement, notre seul espoir de voir s'établir ce modus operandi sous Covid dont parle Thomas, c'est effectivement à travers le fait que certains États doivent prendre le lead et doivent discuter avec des États qui pensent de la même façon et qu'on puisse créer une dynamique au départ sur une base bilatérale entre États. Parce que ce qu'on voit bien, l'AESA et le CDC devraient dans les prochains jours nous consulter sur le projet de protocole au niveau européen pour les tests, mais on sait déjà que probablement il n'y aura pas de recommandations précises et uniques. Ce qui vont sortir, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une analyse uniforme du risque entre États sur la base de plusieurs hypothèses en termes de tests et de durée de quarantaine, et qu'in fine, on va laisser les États décider en fonction du degré de risque qu'ils sont prêts à prendre ou pas sur ce sujet, sachant qu'aujourd'hui, on est dans l'illusion que la quarantaine, c'est une approche zéro risque, parce qu'on sait très bien que l'approche quarantaine, c'est une approche zéro risque pour autant que tout le monde respecte les quarantaines et qu'on puisse vérifier que tout le monde respecte la quarantaine. Or, ce n'est pas le fait. C'est pas le cas. Voilà. Merci Olivier. Nathalie Stubler, qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions de Thomas Juin et d'Olivier Jankovec ? Alors, je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a des choses qui ont aussi progressé au niveau européen sur les normes sanitaires, sur la manière dont les compagnies aériennes et les aéroports ont mis en place des protocoles déjà sanitaires à bord des aéroports, comment on a pu rassurer aussi les clients sur la manière de voyager.
avec le masque, avec le gel, avec la manière dont l'air est filtré aussi à bord des avions. Donc il y a eu quand même des avancées qui ont permis la reprise du trafic cet été. Donc effectivement, cet espoir de vaccin, alors avec une question, moi je ne suis pas spécialiste sur quand est-ce que la population sera considérée comme vaccinée, ça nous porte à l'optimisme. Effectivement, les protocoles de test sont aussi vecteurs, mais je pense que la situation de la pandémie dans chacun des pays, c'est aussi un facteur de frein. C'est pas seulement pour le voyage. C'est effectivement, aujourd'hui en France, on est confiné. Il n'y a pas de sujet de quarantaine, mais on est confiné. Donc très peu de gens veulent venir en France parce que ne vont pas trouver des restaurants pour se nourrir. Il y a très peu d'hôtels, etc. Donc je pense que bien sûr, ces protocoles de test vont faciliter, et de même que les protocoles sanitaires qu'on a mis en œuvre vont nous aider fortement. Mais force est de constater que effectivement la situation de la pandémie aussi est un point auquel effectivement on doit se soumettre. Et donc, ces solutions vont permettre la reprise en dehors des phases aiguës comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Oui, Thomas. Oui, j'ai juste un mot. Bien sûr, je rejoins ce que dit Nathalie en période de confinement. Aujourd'hui, je ne parle pas de ce moment. Moi, je me projette au printemps prochain. Et donc, voilà, c'était un élément. Et ce que disait Olivier également, une initiative de la France irait dans le sens de l'Europe. C'est-à-dire que si la France passe un accord avec l'Italie, si la France passe un accord avec l'Allemagne, il faut s'attendre qu'ensuite, il y aura entre l'Allemagne et l'Italie un accord. Et ça permettra au contraire ensuite à l'Europe de mettre en place un processus qui fasse école. Et aujourd'hui, comment vous sentez le gouvernement français? Il est prêt faut saluer quand même le fait que le gouvernement français n'a pas du tout été un frein depuis le début. Je pense qu'il faut le saluer. On est plutôt dans une situation où certains pays, je pense notamment au Royaume-Uni, ont été beaucoup plus dans des contraintes. Donc la France est allante pour pouvoir en effet avancer. Mais je pense qu'il faut des leviers. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il y ait des tests aussi intra-européens, pas forcément départ-arrivée. Quand je dis qu'il faut au départ, à partir du moment où il y a un accord de réciprocité, clairement, justement, il faudra un mode opératoire où il y a le test soit au départ, soit à l'arrivée, qu'on ne multiplie pas les contraintes. Mais voilà, je pense que la France est allante, mais il faut, je pense, maintenant passer concrètement à quelque chose qui puisse permettre justement de constituer un levier crédible pour redonner la confiance aux personnes, pour qu'il y ait un accord entre deux pays, puis avec les autres pays derrière. Mais aujourd'hui, nous considérons qu'il y a urgence cet hiver à préparer ce processus pour ne pas, encore une fois, se retrouver dans la situation de l'été dernier au printemps prochain. Carlos Muñoz, quelle est l'approche de l'Espagne concernant ces tests et ces corridors sanitaires? Bon, déjà, laissez-moi vous dire que même si je vais vous répondre tout de suite sur l'Espagne, mais comme Européens, disons, nous sommes une compagnie basée en Espagne, mais avec une opération beaucoup plus forte en France ou en Italie ou même Allemagne ou Grèce. Et j'espère qu'il y aura cette coordination européenne plus forte, bien sûr. Mais en Espagne, l'Espagne aujourd'hui ne reconnaît pas pour l'instant les tests antigéniques. Du fait, à partir du lundi prochain, et tous les passagers en provenance des zones à haut risque, dont la France, l'Italie ou la Grèce, par exemple, doivent présenter un test PCR négatif effectué 72 heures à l'avance. Et les tests antigéniques au jour d'aujourd'hui encore ne sont pas valables. Et quand même, le gouvernement espagnol a reçu des demandes des IATA, des diverses associations sectorielles, pour généraliser les tests rapides. Ça serait une très bonne aide. Et on croit que maintenant, avec la publication que vous connaissez, je crois, le 18 novembre de la Commission européenne, non, pour l'utilisation des tests antigéniques, on croit qu'on a l'espoir que l'Espagne pourrait envisager l'acceptation des tests antigéniques suite à cette recommandation. Donc, on croise les doigts aussi pour que cette coordination s'améliore et chaque fois on puisse faire les choses plus faciles. Et Fabrice, on peut toujours aussi espérer quand même dans l'innovation, parce que depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, on a vu que finalement on était capable de trouver, de séquencer l'ADN de ce virus très très vite, de fournir des tests PCR, maintenant des tests antigéniques. On peut aussi espérer à des tests salivaires peut-être moins intrusifs. C'est vrai que le test antigénique peut faire peur. La Grèce avait
fait d'autres types de tests en mode aléatoire à l'arrivée en Grèce cet été. Donc voilà, on peut aussi se dire l'innovation en la matière peut continuer à s'exercer et on espère qu'on trouvera d'autres éléments de test rapides et peut-être moins intrusifs. C'est sûr. Bon, on va essayer de se projeter au moment de cette reprise, quand elle arrivera, espérons au printemps. Nathalie Stubler, quels seront vos critères de choix des lignes? Alors, on en a un peu parlé avant, et puis donc j'ai vu qu'effectivement, Carlos Munoz allait effectivement dans le même sens. On pense tous que les routes domestiques vont faire partie de la reprise la plus rapide, comme c'était le cas cet été. On espère d'ailleurs toujours en France qu'à Noël, on pourra aussi permettre à des gens de retrouver leur famille et de voyager en avion sur le sol français. Les vols intra-européens, on l'a dit, feront partie de la reprise, comme on l'a vu cet été. Mais on a aussi eu de belles surprises ou de très bons flux l'été dernier entre la France et la Tunisie, par exemple. Et donc, il peut y avoir aussi toute une reprise sur le bassin méditerranéen. Donc, on voit des thèmes. Et après, je pense que ce qu'on a appris, c'est vraiment faire face à l'incertitude de très court terme. Le transport aérien a toujours connu l'incertitude de moyen terme. C'est très difficile de faire des prévisions à moyen terme. Ce qu'on a connu, et je rejoins ce que Carlos disait, c'est qu'effectivement, on a des incertitudes, mais vraiment de très court terme, avec des prises de réservation, mais extrêmement tardives. Voilà, parce que des gens qui se déplacent vers un autre pays attendent aussi de voir quelles sont les conditions sanitaires dans l'autre pays, et pas seulement les conditions de voyager. Et donc ça, là-dessus, je pense que l'agilité, qui fait partie de notre ADN, ça va être vraiment le mot d'ordre pour savoir quels critères de choix au moment de la reprise l'année prochaine. Carlos Munoz, au moment de la reprise, les compagnies aériennes se positionneront probablement sur les lignes ayant le plus fort potentiel de rentabilité. Choisirez-vous les aéroports qui font le plus de rabais, donc qui baisseront le plus leurs redevances, notamment? Oui, bon, il est certain que les aides des aéroports ont un rôle à jouer à l'heure des négociations sur les ouvertures, mais quand même, je tiens à souligner, au moins dans les cas des volontaires, et je crois dans la grande plupart des compagnies aériennes européennes que je connaisse, ça reste toujours un facteur mineur. Je crois que les compagnies qui font bien les choses comprennent qu'il faut avoir une mentalité plus stratégique, plus des opportunités commerciales. Et vraiment là, je crois que là, on travaille. J'ai une équipe qui travaille très proche avec toutes les équipes de nos aéroports partenaires. On essaye toujours de comprendre plutôt l'état d'un marché, l'offre disponible, les opportunités qui découlent en termes de rentabilité. Et ça serait un peu les critères principaux. Et autrement, franchement, ça peut être, je crois qu'on a vu, pas trop en France, dans les autres pays et en Europe, enfin j'ai en tête 2-3 pays, et il y a une ou deux compagnies qui sont très connues pour avoir un peu abusé cet incentive, développer une demande artificielle, si vous voulez, le moment où il disparaît, les rebaits ou l'incentive, les vols disparaissent. Donc je crois que là, ça n'a aucun sens à long terme, et nous, certainement, avec nos aéroports partenaires, on garde cette mentalité de couvrir seulement s'il y a une opportunité commerciale intéressante. D'accord. Vous, Nathalie Stubler, pour vous, les aéroports doivent-ils faire des rabais Évidemment. Évidemment. Je pense qu'on est tous confrontés dans la chaîne à une crise majeure sans précédent. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé de faire? De tenir bon à court terme pour pouvoir reprendre, mais aussi de s'assurer qu'on est tous compétitifs. Donc, on a une base de coûts aussi compétitive. Donc, c'est aussi ce qu'on attend de nos partenaires aéroportuaires. C'est qu'effectivement, ils soient aussi compétitifs. Donc, ce n'est pas nécessairement des rabais, mais que leur structure de coût soit aussi compétitive. Parce que nous, nos clients vont attendre de nous qu'on soit compétitif et qu'on puisse proposer des tarifs abordables. Et donc, c'est aussi ce qu'on attend dans la chaîne de la part des aéroports. Donc, c'est-à-dire s'assurer que leur structure sera compétitive aussi au moment de la reprise. Donc, je parle plus généralement de la chaîne et de la structure de coût compétitive. Et vous serez amené à faire des choix entre tel ou tel aéroport en fonction de la compétitivité des prix?
je pense que les choix qu'on sera amené à faire relèvent vraiment des opportunités de trafic d'abord, surtout des opportunités commerciales. Alors nous, on est une entreprise Transavia France basée en France. On a notre base principale qui est à Paris-Orly. On ne peut pas faire un autre choix que d'avoir notre base principale à Paris-Orly. Et on a aujourd'hui 3 bases aussi en France, qui sont Nantes, Lyon et Montpellier. Donc on va se développer au départ de ces bases. Et donc pour les destinations, on est plus effectivement à regarder les opportunités commerciales. On les regarde d'ailleurs avec les aéroports, tout à fait en travaillant, en disant mais où sont les nouvelles opportunités de trafic. Mais en revanche, on va attendre de tous une compétitivité sur les coûts, qui est ce qu'attend de nous aussi notre actionnaire. Olivier, je vais ajouter, Fabrice, oui. si vous me le permettez, à ce propos, je évidemment suis 100% d'accord avec Nathalie Stubler, et je tiens à souligner, oui, qu'avec un contexte de crise, vraiment, nous devons tous faire l'effort de devenir, comme elle le disait, plus compétitifs. Et quand je dis tous, c'est-à-dire aussi pas seulement l'aéroport, les handling, voire même les fueling, il y a plusieurs ingrédients que dans un contexte de crise, je crois que c'est très, très démontré dans l'histoire. Et la meilleure réponse, c'est d'avoir des prix très compétitifs. Ça va être la meilleure reprise pour les consommateurs, tandis qu'il y a certaines parties, je vais dire seulement l'aéroport, qui pensent non, avec moins de volume, je vais monter mes prix pour compenser cette manque de volume. Et je crois que ça, c'est une recette pour un désastre, franchement. Olivier Jankovic, vous avez un retour de tous les aéroports européens. Est-ce que les aéroports font des incentives, des rabais ? Alors, Fabrice, là, je crois que je rejoins tout à fait évidemment Nathalie et Carlos dans leur analyse, dans le sens que cette crise est systémique et donc l'impact est systémique, personne n'est épargné. Et bon, les aéroports sont aussi pour beaucoup au bord du gouffre. Nous avons annoncé que près de 200 aéroports en Europe sont en risque de cessation de paiement dans les prochaines semaines et les prochains mois. On a vu les niveaux d'endettement exploser pour les grands aéroports. Donc je crois qu'il n'y a pas d'hierarchie dans la peine et tout le monde fait des efforts. Les aéroports européens en ce moment brûlent à peu près 350 millions de cash par semaine. C'est une réduction considérable par rapport à la situation du deuxième trimestre. On était à 600 millions de cash brûlés par semaine. Donc ça montre bien qu'il y a eu des efforts drastiques de fait sur les réductions de coûts. On a beaucoup d'aéroports qui ont notamment beaucoup diminué la masse salariale. On a des aéroports qui aujourd'hui ont diminué de 30-35% le nombre de leurs employés. Bien évidemment, soutenir les clients, soutenir les compagnies aériennes par des mesures incitatives, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà, pré-crise, on avait à peu près 98% des aéroports européens qui offraient des rabais et des incentives. On voit qu'aujourd'hui, depuis le début de la crise, on a à peu près 70% des aéroports qui ont ajouté de nouveaux rabais, de nouveaux incentives, donc spécifiques par rapport au Covid. Mais il faut quand même bien être conscient qu'en ce sens-là, les aéroports aujourd'hui offrent un niveau de redevance qui ne couvre pas du tout leurs coûts. Donc, on est sur du court terme. Je crois ce qu'il faut qu'on fasse, et ça a été, je pense, mentionné aussi par Nathalie et Carlos, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on évite d'entrer dans une logique de reprise de trafic où la reprise se fait au détriment d'un ou plusieurs acteurs parce qu'on fait contribuer un acteur au bénéfice de l'autre. Et là, je crois qu'il y a une réelle volonté, certainement de la part des aéroports, de faire tout ce qui est en leur possible pour effectivement reconstruire la connectivité avec leurs compagnies pour assurer un système qui soit pérenne dans le futur. Thomas Juin, les aéroports français ont-ils les moyens justement de ces incentives et de ces rabais ? Bon, déjà, je dirais qu'il va y avoir une raréfaction de l'offre quand même. On est en train de parler comme si on était sur du copier-coller. Ça ne sera pas du copier-coller. On a vu que la composition du trafic va changer, probablement plus de trafic loisirs, VFR dans un premier temps. Donc tout ça va bouleverser quand même la donne en termes de recettes. Et il y a une destruction de valeur massive sur tout le secteur, les exploitants, les compagnies, mais également tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc clairement, les aéroports feront en sorte d'être attractifs naturellement pour réamorcer le trafic, mais la préoccupation première, faut pas l'oublier, c'est pas une question de volonté, c'est il faut pouvoir survivre. C'est pas un vain mot. Aujourd'hui, tous les aéroports, les compagnies aériennes, c'est pareil, sont dans une situation de trésorerie extrêmement problématique. Donc notre but aujourd'hui, c'est de tenir d'ici le printemps.
Et donc, moi, le message que j'envoie, c'est... là, c'est propre à la France, hein, parce qu'on a un système en France, un modèle qui est spécial. C'est qu'aujourd'hui, on fait face à une problématique où on a des dépenses, c'est 1 milliard par an à peu près, hein, de sûreté et sécurité à assumer, moindre cette année puisque le trafic a baissé. Mais l'État français a prévu un budget et donc qui sera versé dans les prochains jours, 300 millions d'euros pour équilibrer ses dépenses en 2020. Mais on a déjà fait une estimation sur 2021. On estime un besoin de financement par l'État de 500 millions. Donc, moi, ce que je demande, c'est ça aujourd'hui notre problématique, hein. Bien sûr qu'on fera des tarifs pour être attractif, mais aujourd'hui, c'est de tenir. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'État doive avancer ces sommes en prenant sur leur trésorerie, qui est déjà asséchée, parce que là, vraiment, on va vers une cessation de paiement dans ces cas-là pour un certain nombre d'aéroports. Donc, je demande vraiment officiellement à l'État de prendre des dispositions pour provisionner une somme. Je le dis parce que ce n'est pas dans le PLF, projet de loi de finances prévu. Donc, je demande vraiment à ce que cette somme soit provisionnée au plus vite pour sécuriser ce financement, puisque les contrôles vont reprendre, il va falloir payer ces sociétés de sûreté et on n'aura pas la trésorerie. Voilà, ça c'est la première demande. Et la deuxième demande, c'est que l'on puisse également bénéficier d'une prorogation de l'activité partielle dans les conditions actuelles pendant 6 mois encore, puisqu'on sait très bien que le trafic ne va pas reprendre au premier trimestre. Et il est essentiel de conserver les effectifs, les compétences pour être au rendez-vous au printemps. Et donc les dispositions actuelles, il est indispensable qu'elles bénéficient aux compagnies aériennes, mais également à tout l'écosystème, aux aéroports et aux assistants en escale, au commerce, à la sûreté. Voilà, donc je vous réponds peut-être à côté, mais bien sûr, on sera attractif. Mais aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de tenir. Et que vous dit justement l'État quand vous pour 2021 sur ces 500 millions ou 600 millions? Que c'est à l'étude, qu'ils sont en train de regarder. On ne voudrait pas que ce soit décidé pour des versements qui interviendraient au second semestre. Il faut vraiment que ce soit l'État qui avance ces sommes et non pas les aéroports. Olivier Jankovec, donc Thomas Juin vient de parler du rôle que doivent avoir les États dans la reconstruction de la connectivité. Comment pourrait-il jouer également pour, cette fois-ci, faciliter le trafic? Il y a un exemple à Chypre qui est un peu particulier. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'étendre à d'autres pays européens? Alors, je crois qu'effectivement, le point de Thomas est extrêmement important. Il faut que tous les gouvernements en Europe prennent leurs responsabilités vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du secteur et de leur personnel, hein. Aujourd'hui, on a quand même une situation qui est en fort déséquilibre, hein, puisque au niveau de l'Union européenne, on a à peu près plus de 30, 32 peut-être milliards d'euros d'aides financières qui ont été débloquées, avalisées par la Commission européenne pour les compagnies aériennes. Pour les aéroports, on est seulement à 800 milliards. Donc là, effectivement, je crois qu'il faut essayer de rééquilibrer les choses. Après, je pense qu'effectivement, des mesures de soutien à la connectivité de la part des gouvernements, ça s'impose. Ça s'impose en premier lieu parce que la connectivité, c'est un outil de relance économique fantastique. Et au-delà de ça, la connectivité, c'est aussi du désenclavement. Donc, c'est aussi lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Et je crois que ça, c'est politiquement, en tout cas, ça devrait être un enjeu majeur dans la reprise post-Covid. Nous avons fait une série de propositions à la Commission européenne pour inciter les États justement à soutenir la connectivité, dont l'idée d'avoir des régimes ad hoc au niveau national par des contributions financières par passager qui seraient octroyées de façon non discriminatoire. Et c'est effectivement ce qu'a fait Chypre, c'est ce qu'est en train de faire l'Irlande pour le moment. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la Commission puisse créer un cadre commun, le rendre public pour inciter les États à le faire. Après, évidemment, ce sera à nous de continuer à parler à chaque État et à faire en sorte qu'il y ait des fonds qui soient débloqués. Voilà, donc c'est ce genre de choses dont nous allons avoir besoin. Et ça va bénéficier à tout le monde. Ça va bénéficier aux aéroports, ça va bénéficier aux compagnies et ça va permettre de relancer la connectivité. Et donc, in fine, ça va relancer l'économie. Ça serait une sorte d'officialisation du modèle Ryanair, un peu. Oui, alors, je pense que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est en train de discuter justement de ça avec la Commission, notamment sur certaines conditions, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des abus, il ne faut pas qu'il y ait surcompensation, il faut que ce soit vraiment non discriminatoire, que tout le monde puisse en profiter. Il faut aussi que ce soit dégressif dans le temps, à mesure où le trafic reprend.
Mais bon, l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui soit du cousu main Ryanair. Non, l'idée, c'est d'aider tout le monde dans l'ensemble du secteur. Olivier Jankovec, concernant les créneaux horaires, on a vu que la Commission européenne a mis un moratoire sur la règle du use it or lose it, donc des créneaux horaires aéroportuaires. Ce système permet aux compagnies de conserver leurs créneaux même si elles réduisent fortement leur activité. Est-ce que vous étiez contre la reconduction de ce moratoire cet hiver, en tout cas dans les conditions qu'elles avaient été introduites en mars dernier? Quelle est votre position pour l'été prochain? Est-ce qu'il faut le reconduire? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce que c'est un frein à la connectivité? Alors, sur l'hiver dernier, bon, c'est pas une question facile pour les aéroports. Nous avons réussi finalement à nous mettre d'accord sur un certain nombre de conditions qui, je pense, assurent un équilibre entre effectivement la nécessité d'aider les compagnies et de préserver la connectivité à long terme, tout en faisant en sorte qu'à court et moyen terme, s'il y a des compagnies qui veulent opérer, elles puissent quand même avoir accès aux créneaux qui sont libérés. Maintenant, si on parle de l'été prochain, le ressenti et la position de nos membres aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même revenir progressivement à des mécanismes de marché, y compris à la règle 80-20, avec potentiellement certains aménagements. Et donc là, on peut faire varier les pourcentages notamment. Ce qui est clair, c'est ce que craignent nos membres finalement, c'est que la reprise va se faire de toute façon avec des niveaux de capacité inférieurs à celles qui étaient déployées avant la crise. Et on sait que beaucoup de compagnies ont réduit de façon structurelle leur flotte. Lufthansa a annoncé en septembre dernier qu'ils auraient 150 appareils en moins dans leur flotte en 2024. Donc ça signifie qu'on a des compagnies qui seront de toute façon pas en mesure de déployer les capacités préexistantes avant longtemps, avant sans doute plusieurs années. À l'inverse, on a aussi des compagnies qui maintiennent leur flotte intacte, qui continuent de prévoir une augmentation de leur flotte, et qui vont donc être en mesure de déployer des capacités et de contribuer à la restauration de la connectivité plus rapidement, en ouvrant des nouvelles lignes ou en augmentant les fréquences sur les lignes existantes. Donc dans un tel contexte, je crois que vraiment il faut trouver un bon équilibre, parce qu'une prolongation pure et simple du moratoire, ça serait évidemment un frein à la restauration immédiate de la connectivité aérienne, puisque évidemment ça permettrait aux compagnies qui ont réduit structurellement la valeur de conserver leurs slots, et ça empêcherait ceux qui souhaitent se développer de pouvoir accéder à ces slots. Donc on est en discussion avec IATA en ce moment. Notre idée, c'est de pouvoir se mettre d'accord avec IATA, de pouvoir faire une proposition équilibrée et avoir une recommandation conjointe AC IATA pour l'ensemble des régulateurs de par le monde pour l'été prochain. Voilà. Carlos Munoz. Nathalie Stuller veut parler. Mais non. Carlos Munoz, allez, puisque j'avais commencé avec vous, quelle est votre position justement sur ce moratoire concernant les créneaux horaires? Bon, je crois que nous sommes un peu plus dans les groupes des lignes aériennes dont parlait Olivier Jankovec, qui veut faire de la croissance malgré les Covid. Donc déjà, pour être clair, ça c'est un point de vue des partis, non? Celle que nous prenons. Nous croyons qu'en général, bon, je dirais, c'est un sujet délicat. Je comprends qu'il faut trouver un équilibre, mais je ne suis pas forcément convaincu que les prolongements du moratoire ait des effets positifs sur notre secteur. Surtout si on va dans une amélioration, comme on l'espère tous, non? Plus vite, moins vite, on ne le sait pas. Mais si l'été 2021 devrait être meilleur, je crois que les prolongements du moratoire pourraient fausser la concurrence en empêchant les compagnies aériennes qui peuvent se développer dans les aéroports où les créneaux sont limités. Et ça serait toujours au détriment des consommateurs, franchement aussi, qui verraient leurs possibilités de voyages réduites. Donc, comprenons, comme le disait Olivier, qu'il y a un équilibre à trouver. En général, surtout si les choses continuent à améliorer pour l'été prochain, et on n'est pas trop convaincu que les moratoires soient trop logiques.
D'accord. Si des créneaux étaient disponibles dans des grands aéroports, comme les aéroports parisiens, est-ce que Volotea serait intéressé pour en demander? Bon, je suis sûr qu'il y aurait des compagnies intéressées, Volotea, comme je crois, Fabrice, que vous le savez, non, ce n'est pas notre stratégie d'aller dans les aéroports plus grands. Donc, je suis sûr qu'il y aurait encore une fois des autres compagnies qui voudraient faire cette croissance, mais Volotea, on resterait sur notre stratégie des capitales régionales, des villes qui n'incluent pas les grandes villes. Nathalie Subert, vous voulez intervenir sur les créneaux? Oui, alors moi je fais partie aussi du groupe des compagnies qui va se développer. Mais moi je suis très clairement en faveur d'un moratoire, ou en tout cas d'un allègement de la règle des créneaux à l'été prochain. C'est que la règle c'est 80-20, pour tous ceux qui nous suivent. Donc il faut effectivement trouver une position équilibrée, parce que ne pas octroyer de moratoire, ou en tout cas un allègement de la règle, nous pourrait remettre, je dirais, notre capacité à grandir sur les saisons d'après. On sait tous que l'été prochain ne verra pas le retour à la normale au premier jour du début de la saison d'été. Il ne va rien se passer dans la nuit du changement de saison entre l'hiver et l'été. Toute la population mondiale ne sera pas vaccinée cette nuit-là pour permettre un retour à la normale jour 1 de l'été IATA 2021. Donc nous, on est très clairement en faveur d'un moratoire, au moins d'un fort allègement de la règle 80-20. Vous dites ça parce que vous êtes une filiale du groupe Air France-KLM qui a beaucoup à perdre sur ce sujet. Je suis aussi une filiale du groupe, mais je suis aussi une compagnie low cost qui se développe sur des aéroports très slotés. Thomas Juin, là justement on parlait vous l'avez évoqué, la consolidation du transport aérien à venir, mais aussi la recomposition du réseau domestique du groupe Air France fait craindre une perte de connectivité des villes françaises en région. Comment vous voyez la suite? Est-ce qu'il y a une possibilité d'empêcher un peu cette saignée sur le transport aérien domestique? Juste un mot, Fabrice, si vous le permettez, par rapport au point pas précédent, mais concernant la compétitivité. Juste un mot que l'on n'a peut-être pas évoqué, c'est autant les aéroports feront ce qu'il faut pour être attractifs. Il nous paraît important également que l'État accorde la plus grande importance aux écarts de fiscalité qui sont connus depuis plusieurs années en Europe, pour que les aéroports français à la reprise ne soient pas dans un différentiel à leur défaveur. Je pense notamment à la taxe aéroport, qui est un vrai sujet de compétitivité. Et on rentre dans une période de reconstruction. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma classique de reprise d'un programme printemps-été. Et donc, vu la raréfaction de l'offre, les compagnies aériennes positionneront bien sûr leurs avions en fonction des trafics qui sont captifs, mais feront également leurs calculs en fonction du différentiel de taxes, pour amener ça sur un coût de toucher globalement. Et nous avons deux sujets qui sont prégnants aujourd'hui. C'est le niveau de la taxe aéroport en France. On préconise au moins sur une période de reprise de la baisser de 50%. Et deuxièmement, c'est le Brexit. C'est un sujet très particulier, mais la France va être désavantagée à la reprise, puisqu'à compter du 1er janvier, vous avez 8 € par passager qui vont être appliqués en supplément en France sur tous les billets d'avion, contrairement aux autres pays européens. Voilà, donc cet aspect fiscal, je pense qu'il est important que l'État y accorde la plus grande importance lors de cette période cruciale de reprise. Sur le Brexit, on voit que des aéroports déjà ont pris l'initiative de la laisser au même niveau qu'aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour les redevances. Mais sur la partie fiscalité, je pense notamment à la taxe d'aviation civile et à la taxe solidarité, c'est 8 €, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une taxe aéroport qui se rajoute à partir du 1er janvier pour les billets entre la France et le Royaume-Uni. Pour vous répondre, c'est un sujet en effet majeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 10 ans, le développement des aéroports français, et notamment en région, a été permis par la montée en puissance du modèle low cost. Il faut clairement le dire. 86% de la croissance des aéroports régionaux français, c'est par les compagnies low cost. Et le deuxième facteur essentiel, c'est la résultante de la diversité des acteurs, de la concurrence, de l'émulation. Clairement, ce qui nous a permis de progresser tous, c'est dans un cadre européen libéralisé, l'émulation, la diversité, la concurrence. C'est ça qui nous fait progresser. Et donc, il est clair que si demain, nous devions aller vers une concentration, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les aéroports, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les territoires, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur en général. Pour ma part, mais ça n'engage que moi,
je ne crois pas à une concentration extrêmement forte. Je pense, comme tout le monde, qu'il y aura des pertes en ligne. Mais quand on voit, et ça change beaucoup la donne, les États qui sont venus en soutien de compagnies aériennes, ce qui est un élément essentiel, c'est quelque chose qui va changer la donne quand même par rapport à une situation naturelle. Quand on voit la puissance de compagnies d'envergure européenne low cost aujourd'hui, on peut quand même se dire qu'on aura quand même demain une diversité d'acteurs suffisante pour travailler, mais avec, encore une fois, une raréfaction de l'offre dans un premier temps. Donc c'est là où, en effet, la connectivité aérienne, clairement, elle va en prendre un coup. Elle va baisser, et ça ne sera pas la même. Quand on parlait tout à l'heure d'une reprise à la normale, je crois que plus qu'une reprise à la normale, ça ne sera pas du copier-coller, la nature du trafic va changer. Et quand on voit le développement et les ambitions de Transavia, on comprend que le positionnement justement sur le loisir, sur le VFR, est quelque chose quand même qui est un indicateur fort. Alors après, pour vous répondre sur Transavia Air France, ce qui est en train de se passer, en tout cas nous on le vit comme ça, c'est finalement une transformation d'Air France qui peut apporter à l'avenir de bonnes surprises, au contraire. C'est-à-dire qu'on voit là une compagnie qui est en train, face à cette crise, d'accélérer sa transformation, finalement, et de prendre des orientations qui nous semblent, en effet, plutôt une bonne nouvelle pour les aéroports. En ce sens que si Air France positionne une compagnie comme Transavia sur le segment court-moyen courrier avec une offre attractive de prix, c'est demain probablement une connectivité aérienne en région, en France et en Europe qui va être plutôt bénéfique pour tout le monde. Par contre, encore une fois, il y aura probablement aussi des inconvénients. Je pense notamment au départ de Hop de certaines régions. Nathalie me répondra, mais je ne vois pas forcément Transavia se repositionner sur toutes les lignes qui étaient exploitées par Hop. Et donc l'inquiétude, c'est en effet qu'il y ait demain des opérateurs qui puissent se substituer au départ d'Air France et qui puissent être suffisamment solides pour pouvoir exploiter ces aéroports de proximité, toute cette connectivité aérienne. Et je terminerai juste pour dire que finalement, le développement de Transavia, la montée en puissance et la reconnaissance par le PDG d'Air France du modèle low cost est une bonne nouvelle en ce sens qu'elle va permettre de laisser derrière nous cette image négative que l'on avait en France, très prégnante au niveau de l'administration et des représentants politiques, cette image négative autour du low cost, du modèle low cost. Et c'est une très bonne nouvelle que Air France puisse aujourd'hui avancer en cette direction, et je pense que ça changera et ça laissera derrière nous cette mauvaise image. Nathalie Stubler, visiblement vous êtes bienvenue sur le réseau domestique français. En revanche, Thomas Juin a quand même signalé qu'il y aurait un problème de fréquence et d'offres sur certaines destinations. Est-ce que vous pouvez le rassurer sur le maillage que pourrait avoir demain Transavia ? Alors, d'abord, on a commencé puisqu'on a ouvert début novembre un certain nombre de routes, je vais les citer parce qu'on n'a pas tant que ça, Orly-Biarritz, Nantes-Nice, Nantes-Marseille, Nantes-Toulouse, Nantes-Montpellier. Bon, alors c'était le jour 3 du confinement, donc effectivement, on a assez rapidement réduit, c'est normal, les fréquences pour s'adapter à la situation actuelle. Donc on a des ambitions sur le domestique qui font partie effectivement de la restructuration du groupe. Ces ambitions sont accompagnées aussi d'objectifs économiques. Voilà, Carlos Muñoz le rappelait aussi de son côté, il faut qu'il y ait un besoin commercial. Et nous, effectivement, il faut que économiquement, les routes peuvent être viables pour Transavia. Donc on a un certain nombre de routes en tête. On en avait annoncé quelques-unes à Noël. Bon, j'espère encore qu'on peut les faire. La vente peut se faire encore au dernier moment si les Français seront finalement autorisés à se déplacer. Donc on a de grandes ambitions aussi sur le domestique français. Et donc on sera au rendez-vous effectivement sur les flux qui sont adaptés à notre taille d'avion,
et puis une ambition économique et financière aussi donnée, c'est normal, par notre actionnaire. Alors, sans donner de détails, évidemment, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, le but dans 4 ans, c'est d'avoir X avions sur le domestique, X lignes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques grandes lignes de votre feuille de route qui ne mettront pas en danger Alors là, je vais vous décevoir, Fabrice. Enfin, vous me connaissez, en général, j'annonce les routes Non, mais sans donner de détails. au moment où on les met à la vente. C'est à peu près ça le timing. Je pense que c'est très difficile de donner des détails parce qu'effectivement, on l'a vu cet été, le réseau dit résilient, c'était pas nécessairement celui auquel on aurait pensé il y a plusieurs mois. Je pense qu'il faut aussi se dire, on est rentré dans une phase où la feuille de route, elle est plus écrite aussi longtemps à l'avance. Donc, on va s'adapter avec un plan de marche qui a été, en tout cas, dévoilé de façon un peu macro par le groupe. Mais pour ce qui reste des détails et de combien on en aura affecté, ça va s'éclaircir, je dirais, au fur et à mesure des saisons. Voilà, j'espère quand même pouvoir toujours lancer cette dizaine de routes à Noël et aller ouvrir des villes qui ne nous connaissaient pas encore, comme des routes au départ de Brest ou de Rennes. Carlos Muñoz, vous êtes déjà très présent en France. Quelles sont vos ambitions pour la suite sur le marché français? Et comment vous voyez l'arrivée de Transavia? On partage avec Transavia, bien sûr, l'intérêt et franchement la conviction qu'il reste un marché encore très fort à développer. Franchement, c'est aussi ça touche aussi au mot des messieurs et joints sur Hop. Donc, je crois que ça laisse plein d'opportunités. Et en France, que je vous rappelle, oui, comme vous le disiez, ça a été depuis notre début, il y a presque 9 ans, notre marché plus important, non? Et au jour d'aujourd'hui, nous avons développé 155 routes. Je crois que les gens apprécient ça beaucoup. Je tiens à Yann, Nathalie Stubler sur les panels aussi. Je dirais que les gens apprécient, je crois, l'expérience sur le terrain aussi, l'expérience Transavia. Par ça que je vois, c'est pas seulement les prix compétitifs, c'est aussi une bonne expérience des vols. Je crois que les consommateurs français demandent toujours un standard important, pas seulement les prix compétitifs. Là, nous avons un taux de recommandations au-dessus des 90%, assez important. Je ne suis pas sûr si toutes les compagnies low cost, disons, ont ce type de performances. Et franchement, oui, au sujet des titres du panel, je crois que les connexions et la connectivité restent très appréciées par toutes les capitales régionales. Pour nous, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Marseille et Lyon. Et je crois que Télécom, c'est encore des villes qui doivent être connectées, qui n'ont pas de bonnes connexions en train, TGV, je veux dire, sauf avec Paris. Et oui, donc en bref, oui, on veut encore continuer à développer la France de façon forte dans les prochains 5 ans. Très bien, écoutez, merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.